messieurs, bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir. N'oubliez pas qu'un petit clic sur le pouce en l'air, c'est un petit geste très important pour nous. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire juste en dessous. Pour commencer cette édition, retour sur les manipulations des leaders européens qui semblent être davantage en guerre avec leur propre population qu'avec la Russie. Autre truanderie, le Mercosur. Alors que Bruxelles veut coûte que coûte son accord commercial avec l'Amérique du Sud, Emmanuel Macron a pris le costume de l'opposant jusqu'à ce qu'il comprenne que le traité sera bel et bien finalisé. Un revirement qui nuira sans doute à la France. Une France qui s'interroge aussi sur la politique intérieure avec une question qui reste dans tous les esprits. L'Assemblée passera-t-elle l'hiver? Si le sort du Premier ministre est souvent évoqué, les députés oublient souvent qu'ils sont sur un siège éjectable. Alors à quoi s'attendre en cas de dissolution? Réponse dans un instant. Derrière la menace russe, la manipulation des dirigeants européens pour sidérer les opinions publiques et rhabiller les déficits, la guerre en Ukraine est devenue le prétexte idéal du trio Macron-Merz-Starmer. Les explications de Nicolas Lamberterie. Ursula von der Leyen l'a annoncé ce lundi, l'Ukraine avance rapidement dans son processus d'adhésion à l'Union européenne, n'ayant qu'à régler quelques détails sur sa politique anticorruption, ajoute la présidente de la Commission européenne. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est bien d'ailleurs le seul point sur lequel les Américains, les Européens et les Russes sont tous d'accord, puisque cela consisterait à faire porter le poids aux seuls Européens de la gestion et du financement d'une Ukraine post-guerre, largement dépeuplée et dévastée par le conflit. Pour le moment, seul le veto de Budapest est susceptible de retarder un peu l'échéance, même si Bruxelles sait mobiliser des moyens et des menaces nécessaires pour écraser les velléités de désobéissance des Hongrois. Et en attendant cette perspective, l'Ukraine ne passera pas l'hiver seule, a pu également déclarer la présidente de la Commission européenne, ce qui veut donc dire que sous diverses formes, l'Europe va continuer de maintenir à flot d'argent, de matériel et d'énergie le pays. Quant aux principaux leaders européens, ils maintiennent autant qu'ils le peuvent la pression sur leur population, qu'il faut convaincre, voire contraindre, de poursuivre la lutte contre la menace russe, fût-ce au prix d'un appauvrissement sans précédent. En Allemagne, de nouveaux survols de drones au-dessus de plusieurs aéroports, notamment Berlin et Brême, ont semé ces derniers jours la panique et permis au chancelier fédéral Friedrich Merz de très rapidement affirmer publiquement qu'il soupçonnait les Russes d'être derrière ces survols. Si on ne peut certes exclure aucun scénario, faute d'éléments concrets, il s'est malgré tout avéré à plusieurs reprises que ces survols d'aéroports par des drones étaient le fait de civils, qui n'étaient a priori pas téléguidés par des services étrangers, et qui d'ailleurs s'expose à de très lourdes amendes et autres condamnations. La leader de gauche populiste Sarah Wagenknecht a d'ailleurs eu toutes les peines du monde sur les plateaux de télévision allemands à finir sa phrase lorsqu'elle a voulu dire que selon elle, le chancelier Merz agitait les peurs et s'avançait très rapidement, et ce dans le dessein de justifier sa politique intérieure. En France, si ces derniers jours le débat public a été accaparé par la guerre de tranchées du vote du budget à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour autant que les préparatifs guerriers ne se poursuivent pas. Interrogé en commission parlementaire par le Sénat, le directeur général de la Gendarmerie nationale, Hubert Bonneau, a d'ailleurs clairement rappelé qu'en cas d'engagement de la France dans le conflit en Ukraine, la gendarmerie serait mobilisée sur le territoire national français, en vue notamment de faire face à des mouvements de protestation. Si nous avons un engagement majeur à l'Est, par exemple, je pense que ça ne se passera pas sans agitation sur le territoire national. Je pense que nous pourrons avoir l'action de proxy, des actions de sabotage, mais aussi des manifestations. Je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens soient favorables à ce type d'engagement, par exemple. Certains pourront avancer que la Fédération de Russie prévoit elle aussi en 2026 une augmentation significative de son budget affecté à la police, notamment pour compenser le départ des policiers russes qui se sont engagés dans l'armée en raison des salaires beaucoup plus élevés, mais il faudra noter qu'à la différence de la France, il se trouve que la Russie est en guerre, fût-ce sous le nom pudique d'opération militaire spéciale, alors qu'aux dernières nouvelles, la France n'est pas en guerre.
si ce n'est parfois contre des virus invisibles à l'œil nu ou contre sa propre population. Et du côté de la guerre, la vraie, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent leurs offensives sur les villes fortifiées de Pokrovsk et de Kupiansk, que les Russes déclarent avoir encerclées. Du côté de Pokrovsk, les cartes de la ligne de front diffèrent légèrement selon les experts, mais globalement, on peut considérer que Pokrovsk et Mirnograd sont effectivement encerclés si l'on tient compte du fait que la partie non encerclée de ces deux agglomérations sont couvertes par les dronistes russes et empêchent donc toute sortie. Les contre-attaques ukrainiennes dans le secteur, notamment autour de Rodinske, ont eu un certain succès, mais n'ont pas permis de briser l'encerclement de fait. Du côté de Kupiansk, une grande partie de la ville est déjà entre les mains des Russes, mais l'encerclement des forces armées ukrainiennes est plus relatif qu'à Pokrovsk. Même si ces deux villes venaient à tomber, ce qui semble vraisemblable au plus tard d'ici la fin de l'année 2025, ces succès stratégiques et symboliques ne devraient pas pour autant changer de façon extrêmement significative le rapport de force ou entraîner l'effondrement du côté ukrainien, tant espéré côté russe. En réalité, les Russes continuent leur politique de destruction du potentiel énergétique, industriel et militaire de l'Ukraine dans le but de rendre à terme infinançable le pays par ses soutiens, c'est-à-dire les Européens, étant donné que les Américains ont cessé leur contribution financière effective à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère d'ailleurs obtenir prochainement des Européens les sommes d'argent dont il a besoin pour pouvoir augmenter la solde de ses militaires, promesse qu'il a effectuée cet été, mais qui n'a pas pu être réalisée au 1er novembre comme il l'espérait. En clair, à moins d'une évolution significative de la ligne de front, qui, faut-il le rappeler, n'a que très marginalement bougé depuis plus de 3 ans, et qui semble peu probable en raison de la généralisation des drones qui rendent très difficile toute progression, c'est bel et bien sur le terrain de l'asphyxie économique que la bataille se décidera. Et indépendamment de la façon dont le conflit se terminera, les Européens devraient en ressortir lessivés, déclassés et appauvris. Nouvelle manipulation en vue pour Emmanuel Macron en Europe. Incapable d'empêcher le Mercosur, le dirigeant français s'apprête à maquiller son échec. Explication d'Édouard Chano. Mauvais et inacceptable en l'état, selon Emmanuel Macron en février dernier. Le Mercosur ne partait pas gagnant, pourtant tout porte à croire qu'il sera ratifié lors du prochain Conseil européen, le 18 décembre. L'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur, qui doit instaurer le plus grand espace de libre-échange au monde, menace l'agriculture européenne de concurrence déloyale et les consommateurs européens de produits aux normes sanitaires peu rigoureuses. Adopté à Montevideo en Uruguay en décembre 2024, il pourrait en théorie être bloqué par 4 États membres représentant plus de 35% de l'UE. La Pologne, l'Autriche, l'Irlande, opposés à l'accord, comptaient d'ailleurs sur Paris pour mener la fronde. Ces 4 pays représentant environ 25% de la population de l'Union. Mais Emmanuel Macron n'a pas su convaincre d'autres nations. Il s'apprête donc à virer sa cutie. Les autres membres de l'UE, comme l'Allemagne et son industrie automobile en crise, se réjouissent de voir leurs accès au marché d'Amérique latine accrus en échange de soja argentin, de légumes uruguayens ou de poulets brésiliens pour succéder aux Ukrainiens. Un désaveu pour la France, premier pays agricole européen qui se retrouve isolé sur le point de perdre la face. Pour maquiller sa défaite, le chef de l'État est allé jusqu'à affirmer à l'issue du Conseil du 23 octobre que tout ça allait dans le bon sens pour protéger les secteurs les plus exposés. Un revirement dénoncé par le porte-parole du Rassemblement national Andréa Cotarac, président du groupe RN Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ça est une comédie, mais comme à chaque fois. Souvenez-vous de monsieur Attal lors des élections européennes qui nous expliquait le Mercosur c'est non. Souvenez-vous de ce gouvernement macroniste qui allait dans une ferme avec de la paille et des bottes de foin en disant « Rassurez-vous, le Mercosur c'est non, la France va dire non, on va tout bloquer ». Résultat, comme d'habitude, finalement c'est oui, parce qu'en réalité le gouvernement est soumis non seulement à la Commission européenne mais aussi à son idéologie. Je rappelle qu'alors que dans le monde entier on protège son agriculture, les Indiens font une exception agriculturelle, ce que proposait Jordan Bardella, les Américains se protègent, les Chinois se protègent, les grands ensembles se protègent leur économie, leur souveraineté alimentaire. Eh bien, dans l'Union européenne, on a le record mondial de traités de libre-échange, 42 en vigueur. Et donc on voit bien qu'en réalité, Madame von der Leyen défend l'Allemagne, elle ne défend pas la France. Et que l'agriculture française, comme à chaque fois, est la variable d'ajustement. C'est un véritable problème pour nos souverainetés, c'est pour la souveraineté alimentaire et c'est même une dimension essentielle et stratégique pour nos territoires qui n'est pas du tout respectée.
Une comédie car le texte de l'accord lui-même n'a pas changé. Il n'a été complété par la Commission européenne que d'un acte juridique spécifique, c'est-à-dire un document écrit qui se place à côté de l'accord sans l'altérer. Il contient des clauses de sauvegarde en cas de déstabilisation des marchés, Ursula von der Leyen ayant aussi assuré que les quotas prévus sont optimaux et qu'un suivi renforcé sera mis en place avec un rapport tous les 6 mois pour évaluer les incidences des importations. Un zèle bureaucratique auquel ne croit pas Andrea Cotarac. Ça me fait penser, vous savez, lorsque je travaillais au Parlement européen, ils avaient même proposé pour le Vietnam que des gens allaient contrôler le Vietnam. Et qui va aller là-bas pour contrôler quoi? Quelle entreprise? Je veux dire, tout ça n'a vraiment aucun sens. J'ai entendu même dire que les contrôles aux douanes seront faits. Bon, il y a un container sur peut-être 8000 qui sont contrôlés dans le pays. Tout ça est une fumisterie. Et de la même manière pour le Mercosur qu'à l'époque pour le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, vous vous rappelez que c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron que la France a poussé au dernier jour pour qu'on signe l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui va ruiner la filière des ovins, qui expliquait que le bilan carbone d'un ovin en Auvergne était plus lourd qu'un ovin qui nous venait de Nouvelle-Zélande à 18 000 km. Tout ça, c'est de la folie, c'est un cirque. Et l'Union européenne s'enfonce dans son idéologie qui n'est suivie par personne dans le monde entier. En France, le monde agricole et syndical n'est pas non plus convaincu. Le 24 octobre, 44 organisations, parmi lesquelles la Confédération paysanne, mais aussi la CGT ou encore Greenpeace, ont dénoncé le flou de la position française, appelant à une clarification, mais surtout à construire une minorité de blocage. Andrea Cotarac, de son côté, estime que la France doit mener la lutte, même sans minorité de blocage, l'intérêt supérieur de la nation étant ici touché. Mais vous savez, quand on a une filière aussi essentielle pour le pays, souveraineté alimentaire, nos agriculteurs, nos territoires, nos terroirs, nos terres agricoles, nos forêts dans la sylviculture, etc., qui n'est pas respectée par l'Union européenne, c'est la France qui doit dire non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des clauses, notamment sur, je crois que c'est l'accord de Luxembourg, qui explique que quand l'intérêt supérieur de la nation est touché, on peut poser un veto, on peut s'y opposer, on peut proposer un opt-out, c'est-à-dire de ne pas faire partie de telle ou telle réglementation. Manifestement, même s'il n'y a pas de minorité de blocage, on sait que la France est un contributeur net à l'Union européenne, et à un moment donné, quand le rapport de force est la règle dans le monde entier, il faut que la France aussi s'y emploie vis-à-vis de quelques commissaires européens qui feraient mieux de sortir dans la rue pour gagner quelques couleurs. À défaut, Ursula von der Leyen devrait pouvoir se rendre comme prévu au Brésil le 20 décembre avec comme cadeau de Noël pour les pays du Mercosur la capitulation agricole des 27 et d'Emmanuel Macron. L'impasse budgétaire et l'impasse institutionnelle vont-elles conduire à une inévitable dissolution? C'est ce qui semble se profiler à mesure que les débats à l'Assemblée nationale tournent en rond. Tour d'horizon justement avec Olivier Frère-Jacques. Moi, j'appelle l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale, inclus évidemment les députés socialistes, à censurer ce gouvernement le plus rapidement possible. Censurer le gouvernement, c'est ce qu'appelle de ses voeux le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard, qui pousse pour renverser l'exécutif. Mais pour l'heure, pas de censure du fait de l'accord entre le gouvernement et les socialistes. Un accord fragile. Ainsi, le PS, tout comme les écologistes et les communistes, a refusé de participer à une réunion multilatérale lundi avec les ministres concernés par le budget. En cause, la présence de représentants des 11 groupes de l'Assemblée, donc du Rassemblement national. Exigeantes, ces gauches oublient qu'à L3, elles sont moins nombreuses que les députés RN, même sans alliés. La dissolution est envisagée aujourd'hui comme une épée de Damoclès. Les débats sur la partie recette du projet de loi de finances 2026 se sont achevés lundi. Après 8 jours, plus de 2300 amendements pendent, suspendant l'examen jusqu'au 12 novembre. Le budget de la sécurité sociale, le PLFSS, a repris mardi alors qu'il a déjà été rejeté en commission. Et si le gouvernement Lecornu cède du terrain, notamment avec la suspension de la réforme des retraites, l'abandon du gel des pensions et le rejet de la fiscalisation des indemnités pour affection longue durée, il peine cependant à rallier une majorité. Surtout, le cordon semble presque rompu désormais entre le président Macron et ses parlementaires. Et le chef de l'État peut dissoudre à tout moment, même si une telle hypothèse, après mi-novembre, paraît impossible pour le vote du budget. Une censure courant novembre le semble aussi improbable, mais pas impossible. En effet, celle-ci mènerait presque inévitablement à des législatives entre 20 et 40 jours plus tard pour une nouvelle assemblée le 18 décembre au plus tôt. Donc trop tard pour voter un budget avant le 31 décembre ou des lois spéciales avant le 19, à moins d'avoir un nouveau gouvernement qui ait recours au 49.3. Ordonnance effacée, impôt non perçu, ce serait un saut dans le vide que les députés ne peuvent pas trop se permettre à moins d'être taxés d'irresponsables.
Une dissolution semble plus probable en début d'année 2026. Problème, la composition de l'Assemblée ne serait pas nécessairement plus satisfaisante. Ainsi, à gauche, difficile de voir le PS revenir vers LFI dans une grande coalition. Je veux dire, Olivier Faure, il vient tous les jours sur un plateau de télévision pour dire « retenez-moi ou je vais faire un malheur ». Si il n'y a pas la suspension intégrale et complète, point de départ de la discussion de la réforme des retraites, on va censurer. Il n'y a pas la suspension intégrale, il n'y a pas de censure. S'il n'y a pas la taxe Zuckman, on va censurer. S'il n'y a pas la taxe Zuckman Light, on va censurer. Il n'y a pas la taxe Zuckman, il n'y a pas la taxe Zuckman Light. À droite, le RN, grand favori, n'est pas assuré d'obtenir la majorité absolue, même avec son allié de l'UDR, et même en cas de victoire, il faudrait gouverner avec un Sénat et un président hostile, sans compter toutes les autres institutions. Quant au LR, il ne devrait pas se diriger vers une pareille alliance, à moins d'imploser à presque un an de la présidentielle. C'est d'ailleurs cette présidentielle qui est dans tous les esprits au niveau des partis, comme l'a rappelé Laurent Wauquiez, chef de file DLR à l'Assemblée. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat naturel pour 2027 à droite. C'est pour ça qu'il faut le rassemblement de la droite. C'est pour ça qu'il faudra organiser une compétition qui permettra d'avoir une seule personne, un seul candidat, et ensuite une équipe derrière lui. Et tant pis pour Bruno Retailleau, qui s'imaginait en candidat naturel. À gauche, hormis Jean-Luc Mélenchon, personne ne se dégage très concrètement, même si le candidat Glucksmann, dont la compagne Léa Salamé présente le 20h de France 2, a les faveurs des médias publics notamment. S'agissant du RN, l'absence de Marine Le Pen pourrait peser très lourd lors d'un second tour, car les Français ont pu être échaudés d'avoir élu un trentenaire en 2017. Le paysage politique français s'apparente de plus en plus à une zizanie gauloise à la Astérix. Si le RN et LFI poussent pour de nouvelles élections et qu'ils pourraient progresser avec un tel scrutin, rien n'indique que la stabilité législative serait de retour. Il faudra pour cela probablement attendre une nouvelle élection présidentielle. Et nous passons à présent à l'actualité en bref en France. Le procès du géant Lafarge s'ouvre à Paris pour financement du terrorisme. Le cimentier français est accusé d'avoir poursuivi jusqu'en 2014 ses activités en Syrie en versant des millions d'euros à des groupes armés, dont l'État islamique, pour garder ouverte son usine de Jalabia. Mais derrière cette soif de profit se cache un autre angle. Selon des documents, les services de renseignement français auraient utilisé Lafarge comme source sur le terrain syrien, profitant de son implantation en zone de guerre pour récolter des informations sur les groupes armés. Résultat, un procès historique et la question de savoir qui manipule vraiment qui. L'État démissionnaire se décharge toujours plus sur les Français. Autour de Bordeaux, plusieurs communes en sont réduites à subventionner jusqu'à 150 € l'installation de caméras et d'alarmes chez les particuliers pour pallier l'explosion des cambriolages. Une aide dérisoire, mais surtout un aveu d'impuissance. Pendant que l'État absorbe toujours plus de fiscalité, il délègue désormais aux citoyens la charge d'assurer leur propre sécurité. Une tendance qui participe sans surprise à l'effondrement du consentement à l'impôt, un point qu'il va bientôt falloir intégrer dans les calculs budgétaires. Un militaire français mort en Guyane. Lundi, le caporal Jimmy Gosselin a été retrouvé sans vie. Disparu la veille, il participait à une patrouille réalisant un franchissement en eau vive dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Alors qu'il a été retrouvé après 21 heures de fouille, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Rappelons que l'opération Harpie tente depuis 2008 d'entraver l'extraction illégale d'or et le trafic dans le parc amazonien de Guyane. En mai et en juillet dernier, 2 autres militaires sont morts dans le cadre de cette opération. La France a encore des écrivains. Ce mardi, le prix Goncourt a été remis à Laurent Mauvigné pour son roman La Maison vide, qui explore les thèmes de la famille et des secrets enfouis sur plusieurs générations. Ce même jour, le prix Renaudot était décerné à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour « Je voulais vivre », un roman qui réinvente Milady, le célèbre personnage d'Alexandre Dumas. L'actualité s'est aussi invitée lors de la remise des prix. Les jurés Goncourt portaient un badge « Je suis sans salle », faisant référence à l'auteur algérien naturalisé français, toujours emprisonné à Alger. Quant aux jurés du Renaudot, ils lui ont décerné à l'unanimité leur prix dans la catégorie poche pour « Vivre le compte à rebours », dernier ouvrage de Boualem Sansal. Des actes qui restent symboliques, tandis que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déjà courbé l'échine devant Alger. Et à présent, c'est le moment d'un rapide tour du monde. Badinter n'est pas le bienvenu en Israël. La commission de sécurité nationale de la Knesset a approuvé lundi une loi instaurant la peine de mort obligatoire pour les terroristes coupables de meurtres motivés par racisme ou haine. Porté par Otzma Yehudit, parti d'Itamar Ben-Gvir, le texte vise une dissuasion forte sans option judiciaire, ce qui évite toute forme de contradictoire et s'apparente à une méthode pour le moins
étonnante dans un État démocratique. Le texte passera en première lecture et 3 votes sont nécessaires pour son adoption. Ben Gvir menace d'ailleurs de quitter la coalition de Netanyahou si le texte n'est pas voté d'ici le 9 novembre. Le Premier ministre soutiendra l'initiative mais n'en fait pas une promotion publique. Officiellement, Israël n'a exécuté que l'Allemand Adolf Eichmann en 1962 après un procès à charge. Tel Aviv n'aime pas qu'on fasse le ménage sur ses exactions. Dimanche, Yifat Tomer Yerushalmi, la juriste la plus haut gradée de l'armée israélienne, a été arrêtée. Elle aurait secrètement autorisé la diffusion d'une vidéo montrant un groupe de soldats israéliens brutalisant et violant un prisonnier palestinien en juillet 2024 dans la base militaire de Sde Taïman. Le ministre de la Défense, Israël Katz, avait alors annoncé une enquête criminelle en cours, non pas sur la torture de prisonniers palestiniens par des soldats, mais sur la fuite de la vidéo prouvant les sévices. Accueil en fanfare pour l'allié américain. Quelques heures avant la visite du secrétaire de la Défense américain Pete Hegseth à Séoul, la Corée du Nord a tiré plusieurs roquettes le long de la frontière avec la Corée du Sud. Un message limpide adressé à Washington alors que les États-Unis multiplient les démonstrations de soutien à leur allié sud-coréen. Si ces tirs ne visaient pas de cible précise, ils coïncident néanmoins avec la présence de hauts responsables américains dans la région. Fidèle à sa délicatesse, Kim Jong-un rappelle ainsi qu'il n'a pas l'intention de se laisser intimider. Une façon comme une autre d'accueillir les Américains avec une méthode qu'ils connaissent bien, par le bruit et la poudre. Jour d'élection municipale à New York ce mardi 4 novembre. Le président américain, soutien du candidat indépendant Andrew Cuomo, menace de couper les fonds fédéraux à la ville si Zoran Mamdani, favori démocrate et socialiste, l'emporte. Mamdani, 34 ans, mène avec 10 à 20 points d'avance grâce à une campagne anti-élite avec des propositions comme les loyers gelés, les bus gratuits ou encore la garde d'enfants universelle. Le résultat ne fait pas trop de doute puisque le candidat de gauche est le grand favori. Mais c'est surtout la bataille post-élection qui devrait défrayer la chronique dans les mois à venir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit l'officier Lionel Rondouin pour évoquer la bataille de Pokrovsk, priorité absolue de Volodymyr Zelensky. Elle n'a plus de fantassins. Pour les problèmes de recrutement que l'on connaît désormais. Il y a eu énormément de morts, il y a eu énormément de blessés, il y a eu énormément de désertions dans l'infanterie. Et un certain nombre d'experts nord-américains estiment que sur 1000 km de front, il reste 50 000 fantassins seulement du côté ukrainien. C'est-à-dire proprement rien. Parce que 50 fantassins au kilomètre, on va dire, ça fait un fantassin tous les 20 mètres. Bon, soit. Mais il ne faut pas oublier que la guerre, ça dure longtemps, donc on travaille en 3-8. Hein, on fait des rotations, non pas de 8 heures en 8 heures comme dans une usine, mais mettons de 3 jours en 3 jours ou de 8 jours en 8 jours, mais c'est toujours en 3-8. Et donc, ça ne fait pas 20 hommes au kilomètre, ça en fait 6. Et là, c'est l'énorme épine dans le pied, je pense, de l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir.